C'est un mal-être qui toucherait 25 à 40% des étudiants. Une anxiété liée aux situations d'évaluation. En psychologie, on appelle ça l'anxiété de performance. Elle se manifeste par la peur de l'échec, le stress de ne pas être à la hauteur ou encore d'échouer. Cette anxiété mènerait, dans les cas les plus extrêmes, à l'abandon des études, mais aussi au suicide. Diary a toujours été une excellente élève. De ses premiers contrôles à ses derniers concours, elle s'applique pour rendre sa famille fière. Ses journées sont bien rodées et son quotidien organisé pour favoriser ses études. Mais quand l'imprévu vient enrayer la machine, se remettre en selle devient difficile. Et parfois, il n'y a pas que la motivation qui disparaît. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Marie Agassan. Quand je suis petite, je vis à Mbour. Mbour se trouve à quelques kilomètres de Dakar, sur la petite côte, au Sénégal. Je suis très proche de mon père. Il est pâtissier, il travaille dans des hôtels. Ma mère travaille dans la restauration. C'est une femme très familiale, très proche de sa famille, mais je suis plutôt plus proche de mon père. Mon père m'apprend beaucoup de choses. Il m'apprend à lire, à écrire bien avant que j'aille à l'école. Il se rend compte que je suis une enfant très curieuse, désireuse d'apprendre. Il en est ravi. C'est comme ça que se crée une tradition entre nous. Il m'apporte énormément de livres et je les dévore très rapidement et c'est comme ça que commence ma passion dévorante pour la littérature. Je commence à écrire des histoires. Quand je lis un livre et que je me rends compte que la fin ne me plaît pas, ça s'est passé trop vite, ça s'est fini trop abrupt ou tout simplement les personnages pour moi continuent de vivre dans ma tête. Ce sont presque des amis, des personnes. J'ai l'impression de les connaître de façon très intime et je poursuis leur histoire. Je n'ai pas envie de leur dire adieu, je n'ai pas envie de les abandonner et j'écris leur nom, j'écris leur histoire, je prolonge leur vie. Je suis nouvelle dans mon école et je suis en CP. Tous les jours, on me dit que je suis spéciale, que je suis douée. La première composition, je ne suis pas première et je ne comprends pas. Et cela me fait une sorte de douleur terrible que je dois confesser à mon père. Et il arrive vers moi, il me prend dans ses bras, il me console, il me dit « c'est pas grave ». On fait un pacte, lui et moi. Il me dit « à partir d'aujourd'hui, tu seras toujours la première ». Et quelque chose remue en moi et je lui dis oui. Les compositions suivantes, je suis la première et je suis contente et je lui ramène mon bulletin comme une sorte de trophée. Les années passent, les années défilent et je suis en 3e. Ma prof de français m'apprend qu'il y a un concours national qui vise les meilleurs élèves du Sénégal. Il s'agit d'une école d'élite qui vient d'être créée par le ministre de l'Éducation nationale. Elle me dit « tu as ta chance, c'est sûr, avec ton niveau scolaire et avec ta niaque, tu vas y arriver, il faut que tu fasses ce concours ». Donc je m'inscris, je passe le concours, je suis 4e. Cette école est scientifique mais aussi avec un volant littéraire, donc ça me convient très bien. Je sais que j'adore la science, j'adore les maths et la physique, je suis douée. J'intègre le lycée scientifique d'excellence. Au début, tous les moyens ne sont pas réunis, les dortoirs ne sont pas prêts à nous accueillir, les filles logent à l'hôtel, les garçons sont sur place. On nous apprend qu'il y a une mission très importante, il faut qu'on prouve qu'on fait partie des meilleurs. Le lundi matin, on nous fait répéter cette phrase incroyable « nous sommes les meilleurs et nous allons le prouver ». On y croit à fond. L'idée de cette école, c'est de créer des élèves très brillants, de les réunir et d'en faire les futurs dirigeants du pays. Le ministre de l'Éducation du Sénégal passe souvent nous voir au lycée scientifique d'excellence. Il veut savoir comment ça se passe, c'est son projet, c'est son bébé. Quand il passe, il y a toujours ce moment d'émoi, parce qu'on a envie aussi de nous présenter sous notre meilleur jour. Petit à petit, une relation se crée entre nous parce que je me distingue comme étant la meilleure élève de ce lycée.
Il se met à être très attentif à ma scolarité et je me mets à l'appeler mon parrain. Au Sénégal, les études sont très importantes parce que c'est un tremplin pour accéder à un rang social supérieur. Et c'est une importance que je sens immédiatement dès que je commence à avoir des bonnes notes. Parce que je suis connue comme étant la bonne élève, ça me met devant l'impossibilité de produire autre chose ou d'être autre chose. Je fais partie des 60 meilleurs élèves du Sénégal. On me le dit tous les jours. Je commence à me faire distinguer dans plein de concours nationaux, télévisés. Cela contribue à créer autour de moi une notoriété. Cela me met dans un rôle que je dois assumer. On m'a collé cette étiquette, je ne peux plus m'en défaire. J'en tire une sorte de reconnaissance, de respect aussi. Je sais que cela rend mon père heureux. N'oublions pas que c'est ma motivation première, le bonheur de mon père et son visage fier quand il me regarde. Il assiste à toutes les remises de diplômes et c'est la constante de ma vie. C'est là que je commence à écrire une histoire sur un personnage que j'appelle Aline. Elle est tout ce que je ne suis pas, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut, c'est juste une jeune fille qui expérimente la vie. Et j'ai l'impression que c'est un alter ego qui me permet de vivre une vie que je n'ai pas. Un jour, je suis en vacances chez mon oncle. On assiste à un mariage et je suis la seule demoiselle d'honneur à ne pas être là. Je suis dans un coin en train d'écrire. Il demande ce qui se passe, pourquoi elle n'est pas là, Diary, qu'est-ce qu'elle fait. Et ma mère, elle lui dit « Oh, Alesna, elle fait tout le temps la même chose, elle se met dans un petit coin, elle écrit plein de trucs, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. » Lui, ça l'intrigue, il demande à voir ce que je fais, il s'intéresse. Comme je n'ai jamais montré à personne ce que j'écris, cela me paraît très intimidant, mais je lui fais quand même confiance et je lui envoie un fichier. Il lit les premières pages et il me dit « Tu as un talent, il faut vraiment qu'on publie ça. » Il en parle à son ami qui tient une maison d'édition. Je leur envoie le manuscrit et c'est là que commence un projet d'édition. On reçoit la visite du proviseur du lycée Louis-le-Grand à Paris. Il vient nous voir au lycée scientifique d'excellence pour nous faire la promotion de son lycée. Il invite les meilleurs élèves du lycée scientifique, dont moi, à venir découvrir les enseignements à Paris, au sein du lycée Louis-le-Grand. On débarque à Paris, on passe 2 semaines à assister aux cours. Je découvre Paris, je découvre Louis-le-Grand. L'envie commence à se faire sentir de continuer mes études à Louis-le-Grand. Donc mon camarade et moi sommes conscients qu'il s'agit là de quelque chose d'attendu. Pendant toute l'année, on est préparé et cela se fait. On est sélectionné sur résultat et admis d'office. On m'attend à Louis-le-Grand pour 2019 en septembre et je dois dire au revoir à ma famille. J'ai 2 petites sœurs qui sont nées l'une en 2015 et l'autre en 2019, donc je n'ai pas envie de les quitter. C'est un autre pays, un autre continent. Je ressens beaucoup d'émotions, mais je sais aussi que c'est mon destin et je dois partir. Donc je ravale toutes mes émotions et mon père est à 100% avec moi, il me soutient, il me donne de la force et je suis prête à partir. Le départ se fait dans le stress parce que les visas sont sortis un petit peu tard et nous savons que nous allons être un petit peu à la traîne par rapport aux autres parce qu'ils ont déjà commencé les cours, ils ont déjà commencé depuis plusieurs semaines. J'arrive en France avec ce sentiment aussi de liberté. Pour la première fois, je vais être un petit peu livrée à moi-même. Je vis ça avec une sorte d'ivresse, comme à chaque fois à la croisée des chemins, on se rend compte que quelque chose de grand se passe dans notre vie. Cela me rend vivante, j'ai l'impression d'être vivante. Arrivée à Paris, je n'ai pas le moment de me poser plein de questions, je n'ai pas le moment de me prendre la tête, je dois tout de suite plonger dans les démarches administratives. Je vis dans le 13e, à Lourcine, avec des camarades qui m'ont suivi depuis le Sénégal. J'ai mon oncle qui vit avec sa femme et sa fille à Thiers.
je vais les voir et ça me fait toujours une pause salutaire qui me permet de revenir après et de me plonger de plus belle dans les études. J'intègre une classe préparatoire scientifique. Ça se passe plutôt bien à la rentrée. Je me fais des amis. En 2019, on commence à entendre parler du Covid. Et en mars 2020, on se fait confiner. On est obligé de faire les cours à distance. Moi, je le vis plutôt bien parce que je passe du temps chez mon oncle. Sinon, la plupart du temps, je suis dans ma petite chambre d'étudiante à faire des cours et puis à essayer de suivre les cours et de rester motivée. Un beau matin, je me prépare, je me suis levée tôt, j'ai fait mon sport et je m'apprête à sortir mon ordinateur pour suivre les cours à distance. Et des camarades toquent à ma porte. Je leur ouvre, ils sont très bizarres. Je me dis, ok, bon, peut-être qu'il se passe quelque chose ou peut-être juste qu'ils ont eu envie de venir me voir et de s'assurer que tout va bien, comme on est confiné. Je n'ai pas l'habitude de recevoir leurs visites. Il n'y a pas beaucoup de place. Ils s'asseyent sur mon lit. Il y en a un qui me demande si mon parrain m'a appelé. Je leur dis non, on s'est parlé ce week-end, il m'a pas encore appelé. Je comprends qu'il se passe quelque chose, mais je ne sais pas à quoi, et je ne comprends pas du tout la gravité de la situation. J'appelle mon parrain parce qu'ils insistent. Il me dit que la vie est faite d'imprévus, que la mort fait partie de la vie. Beaucoup de phrases qui n'ont pas de sens pour moi, parce que je ne comprends pas leur pertinence dans la situation. Je me dis, mais où est-ce qu'il veut en venir? Qu'est-ce qui se passe? Et là, de but en blanc, il me dit, ton père est décédé d'une crise cardiaque. Ta mère n'a pas voulu te le dire, elle n'a pas osé. Elle sait que c'est l'être le plus important de ta vie. Elle m'a demandé de m'en charger. Je suis en état de choc. Je laisse tomber mon téléphone qui s'écroule par terre et se casse en plusieurs morceaux. C'est toute ma vie qui s'écroule. Je ne sais plus où je suis, je ne sais plus ce que je dois faire. Le téléphone d'un de mes camarades sonne. C'est mon parrain qui dit il faut rester avec elle le temps que le choc lui passe. J'ai beau leur demander de partir, ils sont là. Ça part de bonnes intentions, mais j'ai envie de vivre ce deuil dans la solitude. Donc je leur dis que tout va bien, j'essaie de les rassurer et de leur dire que je ne ferai rien de grave. Je reste devant ma fenêtre et je ne pense à rien et je vis une profonde perte de sens. Je crois que je ne réalise pas encore tout à fait quel impact ça va avoir dans ma vie, mais je sais qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose doit changer. Comme on est en plein confinement, je ne peux pas partir au Sénégal et je ne peux pas assister à l'enterrement. Je vis cette période dans une douleur terrible. Tout le monde m'apporte son soutien, je reçois plein de messages très chaleureux. Et mon oncle et ma tante sont également présents. Ils essayent de me changer les idées. L'année scolaire n'est pas encore arrivée à terme. Donc je sais que je dois tout de suite me reprendre et continuer à performer. C'est ce que je fais. Je me plonge dans les études comme une forcenée. J'essaie de trouver une direction dans ma vie. Je me plonge aussi dans l'écriture. Les camarades en prépa ne comprennent pas trop parce qu'ils pensent que c'est inconciliable, mais pour moi c'est un refuge. Pendant les vacances, je rentre au Sénégal et je vais voir ma famille, mais je n'ai pas envie de parler de mon père. Je suis dans le déni encore. J'ai l'impression qu'en parlant de sa mort, ça va devenir réel, que la chose va se concrétiser. Donc j'évite toute discussion avec ma mère. Quand mes sœurs évoquent mon père ou sa disparition, je me retire. Je vis cette période dans une sorte de flou, de rêve, de vague, de nuage. J'ai l'impression que tant que je souris, rien n'a changé. Moi, j'ai changé, mais je n'en laisse rien paraître. Je reviens en France. Je passe mes journées à vivre comme une automate, sans m'écouter, sans m'entendre, sans même permettre à mes émotions de s'exprimer. Je me mets devant mes livres de maths, mes manuels de physique.
Je fais ce qui est attendu de moi, je rends les exercices à temps, je suis irréprochable et je ne sais même plus pourquoi je fais ça. J'ai l'impression de ne plus exister en tant que personne et juste d'être une sorte de machine, de robot. Je sais que ma tante, qui vit à Paris, se doute de quelque chose. Elle est très sensible et elle me connaît suffisamment pour savoir que mon comportement n'est pas normal. Elle me pose des questions, elle veut savoir si je vais bien. Je vais la voir, je lui dis que ça va et j'essaye de limiter au maximum nos contacts parce que je n'ai pas envie de m'étaler sur le sujet. Je ne laisse personne entrer dans mon univers intérieur. Je ne parle pas beaucoup de moi en tout cas, ni de mes émotions, ni de mes sentiments. Je donne le change. Et à Noël, je reste dans la solitude intérieure parce que je suis entourée. Il y a plein de monde autour de moi, mais je me sens tellement seule. La seule personne à qui j'ai envie de parler de tout ça, c'est ma meilleure amie. Je vais la voir à Toulouse. Je lui explique ce sentiment de vide qui m'habite et que je ne peux plus ignorer. Peut-être au fond de moi que j'espère qu'elle va réduire un petit peu ce sentiment de solitude que je ressens, mais il n'en est rien et je repars tout aussi vide et tout aussi désemparée. En janvier, je dois reprendre les cours. Tôt le matin, je sais que je dois rejoindre mes camarades, mais je ne vais pas les rejoindre. Je prends mon téléphone, j'installe une application de covoiturage, je trouve une voiture qui s'en va à Bruxelles, je réserve, je prépare toutes mes affaires, je retire un peu de cash et je m'en vais. Dans la voiture, j'explique au conducteur que je ne sais pas où aller, que personne n'est au courant que je pars et que personne ne m'attend. J'arrive à Bruxelles et je me rends compte qu'on m'appelle, qu'on demande de mes nouvelles, on ne comprend pas que je me sois absentée et j'ai juste besoin d'être, pour la première fois de ma vie, autre chose que ça. Et la seule chose qui me relie à ce passé, c'est mon téléphone, donc je sais que je dois m'en débarrasser et c'est ce que je fais. De façon symbolique, j'écrase cet appareil, je le réduis en miettes et je le jette à la poubelle. Je me sens perdue parce que je ne sais pas où aller, je n'ai pas de plan, pas de destination, rien. Mais en même temps, je me sens libre. Pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression juste d'être moi-même. Je n'ai pas d'étiquette sur moi, personne ne me connaît, je ne sais même pas si on va me chercher. Je sais que ma mère va s'inquiéter, j'espère qu'elle comprendra ce sentiment de vide, ce besoin d'évasion. Je ne reste pas très longtemps au même endroit. J'ai envie de bouger et c'est ce que je fais. Je vais d'auberge de jeunesse en auberge de jeunesse. Je ne me présente pas forcément sous mon vrai nom parce que je n'ai pas envie qu'on me retrouve. Je ne sais même pas ce que je suis exactement, mais ce nom, rien que ce nom d'Yariso me rattache à quelque chose que je n'ai plus envie de voir. Pour les gens que je rencontre, je ne suis pas la meilleure élève du Sénégal, je ne suis pas une étudiante en prépa, je ne suis pas une surdouée en physique ou une écrivaine en herbe. Je suis juste une jeune fille et cela me plaît. Je lis beaucoup, énormément, et j'écris surtout. J'ai l'impression de vivre une forme de rendez-vous avec moi-même. Toutes ces émotions tues, niées, refusées pendant tellement longtemps. Et pour la première fois, ça sort et ça noircit des pages et des pages. Je continue de bouger, je continue de rencontrer des gens et arrive un moment où je me lie d'amitié avec un homme. J'ai l'impression de vivre avec lui une certaine connexion, une connexion qui me pousse à lui dire qui je suis. Juste après lui avoir tout raconté sur moi, je ressens une forme de regret parce que je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il me pose des questions et cela me gêne, cela me dérange et je me retire. Parce que pour moi, le retrait, c'est la seule façon de me protéger. Mais il revient à l'assaut et il me dit « Tiens, j'ai googlé ton nom et voilà ce qu'il en ressort. Il paraît que les autorités te cherchent. Il y en a qui ont pensé que c'était un féminicide. Il y en a qui ont pensé que je m'étais fait enlever ou que c'était un crime raciste. Je ne reviens pas, je ne comprends pas. Et tout cela remet en question mon besoin de paix, de calme, de silence. Ça me remet dans le bruit.
et je ne peux plus ignorer le fait que les gens me cherchent. Depuis la mort de mon père, je fuis ma mère. Je n'ai pas envie de lui parler parce que je n'ai pas envie de porter sa douleur. Je sais que je ne le supporterai pas. Je limite les conversations aux banalités du quotidien. Je lui dis que je vais bien, je souris, je fais semblant d'être la fille forte qu'on attend de moi. Et justement, je n'ai pas envie que ça s'écroule. Je trouve un ordinateur, j'écris un mail à mon parrain. Je lui dis que je vais bien, que je suis partie de mon plein gré, que tout cela est le résultat d'un besoin de répit, que c'est ma pause, que je l'ai prise, certes sans permission, mais je l'ai prise par nécessité. Au moment d'appuyer sur le bouton envoyer, je sens mon cœur qui bat. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire, mais je sais qu'il faut le faire. Quelques minutes plus tard, la réponse de mon parrain arrive. Il veut venir me chercher. On se donne rendez-vous à l'Atomium de Bruxelles. Il arrive, il me prend dans ses bras, il me demande si tout va bien, il n'y croit pas encore, il ne me pose pas trop de questions, je me contente de suivre le mouvement. Il me demande d'abord de venir à l'ambassade pour faire les premières démarches. Après cela, on va à Paris. À Paris, je passe un entretien avec la police. On me demande de m'identifier et on me pose plein de questions sur les raisons de mon départ et sur les motifs de cet événement. Je réponds de la façon la plus honnête possible. Après, je comprends que l'enquête est close et que je peux passer à la suite. Je prends le temps de souffler pendant cette pause parce que je sais qu'après, je vais devoir affronter le Sénégal, je vais devoir affronter ma mère. Ce que je viens de faire ne me ressemble pas et ne ressemble pas du tout à ce qu'on attend de moi et à l'image que j'ai donnée de moi pendant toutes ces années. Donc tout de suite, je suis dans une posture de me racheter. J'essaye de faire tout ce qu'on me demande et on m'en demande des choses, des lettres d'excuses. Des lettres d'excuses au proviseur du lycée, des lettres d'excuses pour le Sénégal, parce que j'ai apparemment provoqué beaucoup d'inquiétudes, parce qu'on a imaginé toutes les choses horribles et imaginables qui peuvent arriver à une jeune fille de 20 ans dans un pays étranger. Je sais que je ne peux pas discuter parce que j'ai fauté. Je suis pour beaucoup une insolente qui s'est permis de partir pour rien. On prend le vol pour le Sénégal et on arrive à Dakar. Arrive le moment où je dois rentrer chez moi. Je redoute ce moment. Je monte dans la voiture, j'essaie de ne pas penser et je retrouve la maison, ma maison. Il y a ma mère qui est là, devant la porte, ainsi que mes tantes, ma grand-mère, mes sœurs, tout le monde est là. Je vois ma mère qui pleure. C'est quelque chose de terrible parce que pendant toute ma vie d'enfant, je n'ai jamais vu ma mère pleurer une seule fois parce qu'elle m'a toujours montré cette face toujours résistante. Je retrouve mes sœurs. Je comprends que je leur ai pris une forme d'innocence parce que leur grande sœur était partie et on ne savait pas où elle était. Au début, je suis incapable d'expliquer pourquoi je suis partie. Je ne sais pas quoi dire. Je suis dans le flou total. Ma petite sœur vient s'asseoir sur mes genoux et me demande si on m'avait volée. Je ne sais pas quoi répondre. Je ne peux pas lui expliquer que je suis partie de mon plein gré et je ne saurais pas lui expliquer les raisons. Je lui dis non, on ne m'a pas volée, c'est juste que j'avais besoin d'un peu de répit. À ma mère, je lui raconte ce qu'elle a envie d'entendre. Je lui dis des mots qui rassurent, je lui dis que plus jamais je ne ferai ça, plus jamais je ne me comporterai de cette façon. Je sais qu'aux yeux de ma mère, quelque chose a changé, elle ne me regarde plus de la même façon, elle comprend que sa petite fille a grandi. Il y a une forme de pudeur qui s'installe. Elle ne me pose pas de questions, elle me dit simplement « Je suis là et si tu as besoin de quelqu'un,
tu sais que tu peux tout me dire. Je n'ai pas tout compris, je sais que ça t'a beaucoup affecté, le départ de ton père. Je sais que tu t'es sentie très seule et je n'ai pas toujours été là. Elle me tient un discours qui me fait de la peine parce que j'ai l'impression qu'elle s'en prend à elle-même et qu'elle est persuadée que c'est de sa faute, alors que non. Mon parrain me conseille de voir un psychologue. Le premier contact est plutôt hésitant. De mon côté, beaucoup de méfiance, parce que quand on m'approche, c'est parfois juste pour avoir des détails sur ce que j'ai fait, mais ça n'a rien à voir. Il me montre qu'il est là pour m'aider. Pour la première fois, je mets des mots. Je mets des mots sur tout ce qui s'est passé. Et je crois que c'est là que se fait le travail de reconstruction, parce que dès l'instant qu'on nomme ce qui nous arrive, on commence à y voir plus clair. Quand je me connecte sur mes réseaux sociaux, je me rends compte que mon histoire a été beaucoup suivie. Tout à coup, il y a une forme de curiosité parfois malsaine qui touche un petit peu à qui je suis en tant que personne, et j'essaye de le vivre comme je peux, mais ça me touche quand même quand on m'envoie des messages insultants ou des messages critiques. Je ressens surtout cette impression d'être déchue dans l'opinion publique. Je reçois beaucoup de messages de parfaits étrangers qui ne comprennent pas et qui me le font comprendre et se disent déçus par mon comportement, que je suis censée représenter le Sénégal et que je l'ai mal représenté. Je sais que mon histoire est présentée de façon très différente de comment je l'ai vécue. J'ai l'impression qu'on parle d'une étrangère et je ne me relie pas vraiment à ce personnage qui a été créé de toutes pièces d'abord par les médias sénégalais et ensuite par les médias internationaux. Et je ne comprends pas qu'on puisse me juger simplement en lisant un article à l'arrache. Quand on est envoyé en France pour faire ses études, c'est pas seulement un individu qu'on envoie, c'est beaucoup d'espoirs qui vont avec. C'est toute une famille qui attend. C'est énormément de personnes qui soutiennent à distance et qui s'attendent à un destin hors du commun. Il y a nombre de dirigeants au Sénégal ou de personnalités importantes qui ont fait leurs études à l'étranger. Ça fait partie d'une sorte de mission sacrée où il est important que la personne revienne dans son pays, qu'elle n'alimente pas la fuite des cerveaux, sachant que je faisais partie de cette élite, de ces gens qui ont été choisis parmi beaucoup d'élèves au Sénégal pour représenter leur pays dans la meilleure prépa française. Je pense que ça a créé, oui, des attentes, beaucoup d'attentes vis-à-vis de mon comportement et vis-à-vis de mes résultats. Après quelques semaines au Sénégal où je profite de ma famille, je reviens à Paris. Le retour en France est assez difficile pour moi parce que je passe d'un état anonyme à un état de personne connue. Cela me perturbe un petit peu, je ne sais pas comment aborder les gens et les gens ne savent pas non plus comment m'aborder. Je sens toujours ce moment d'hésitation. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas chez moi parce que justement on me demande toujours si ça va, si je vais bien. Et j'ai toujours l'impression qu'on attend de moi que je fasse un truc inattendu. Je reprends mes cours, mais cette fois je les reprends en sachant que j'ai choisi de revenir. Tout à coup je me sens vivre, je me réveille le matin et je ne me sens plus comme une automate, je ne bouge plus en ayant l'impression d'être une marionnette sans tête, ni but, ni direction. En novembre 2021, je publie mon deuxième livre, Je pars. C'est une histoire qui parle d'évasion, qui parle de se retrouver. Ça parle beaucoup de toutes ces choses que j'ai ressenties moi-même quand je suis partie. Je me suis servie de Koura, qui est le personnage principal, et je me suis permis de faire d'elle une sorte de pont entre moi et le monde. Aujourd'hui, ça fait 5 ans, je n'ai plus 20 ans, j'en ai 25, et j'ai grandi. Je me suis reconstruite. Je suis plus à l'écoute de moi-même que je ne l'étais avant. Avant, j'avais juste l'impression de me laisser pousser par les attentes et par les devoirs, et j'avais du mal à exister.
Je sais que je suis capable de dire non. Je suis capable de définir ce que je veux. Je me suis laissée ronger par l'ambition. J'ai laissé me prendre mon identité. Et je l'ai juste laissé diriger ma vie. Et aujourd'hui, je ne suis plus comme ça. Tout me ramènera toujours vers mon pays natal, mon pays d'origine. C'est là que se trouve ma famille. C'est là que se trouvent les êtres que j'aime le plus au monde. Et j'aime le Sénégal, j'aime tout ce que le Sénégal m'a apporté. C'est au Sénégal que j'ai vécu mes émotions les plus profondes. Et même s'il y a eu du jugement à un moment donné, même si après j'ai ressenti le besoin de m'éloigner, je sais que je ne peux pas avancer sans essayer du mieux que je peux de rendre au Sénégal. Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Marie Agassan. Transfert est un podcast produit par Slate. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de production, Astrid Verdun. Chargée de post-production et habillage musical, Mona Delahaye. Prise de son, Johanna Lalonde. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, c'est simple, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter, notre compte Instagram et rejoindre le Discord de Transfert. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de l'épisode. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.